Lecture pour notre temps, Chesterton, l'homme éternel. Cet animal qu'on appelle l'homme. Une dame de mes amies, assez pince sans rire, soutenait d'ailleurs que la caverne était une crèche où l'on mettait les bébés à l'abri, et que les animaux peints sur les murs étaient là pour les amuser, comme aujourd'hui les murs des jardins d'enfants s'ornent de girafes et d'éléphants stylisés. Cette plaisanterie doit attirer notre attention sur la valeur relative de certaines de nos suppositions. Les peintures rupestres ne prouvent même pas que l'homme des cavernes vivait dans une caverne. Est-ce que l'exhumation d'une cave aux environs de Londres ou de Paris, longtemps après que la colère divine ou humaine se sera appesantie sur elle, prouverait que la moyenne bourgeoisie de la fin du XIXe siècle était troglodyte ? La caverne, comme la cave, a pu recevoir une affectation particulière et tenir lieu de chapelle, d'asile, de lieu de rencontres secrètes et j'en passe. Mais enfin, sa décoration évoque moins le repère d'une dangereuse société d'anarchistes qu'une paisible crèche. J'ai choisi de faire découvrir la grotte souterraine par un enfant. Il est aisé d'imaginer n'importe quel enfant, d'hier ou d'aujourd'hui, tendant la main pour caresser les bêtes peintes sur le roc, en un geste qui serait, nous le verrons, le présage d'une autre grotte et d'un autre enfant. Supposons maintenant que ce n'est pas un prêtre, mais un professeur qui s'est occupé du petit garçon, un de ces professeurs qui réduisent l'homme à un animal supérieurement évolué. Admettons que ce petit garçon, plein de fraîcheur et de simplicité, se voit comme un mougli, emporté par l'élan vital, tout juste différencié des autres animaux par une mutation récente. Que conclurait-il de cet étrange livre d'images en pierre ? Il penserait, comme l'autre petit garçon, qu'au terme d'un long voyage souterrain, il se trouvait devant un mur sur lequel un homme avait dessiné un renne, mais qu'il lui faudrait descendre encore beaucoup pour trouver un mur sur lequel un renne aurait dessiné un homme. Ce truisme apparent recèle une vérité formidable. Partez avec ce mougli. Enfoncez-vous à des profondeurs incalculables, traversez des continents engloutis, percez jusqu'aux entrailles du globe, aussi retranchés de l'humanité que l'autre face de la lune. Contemplez dans ces abîmes glacés les colossales terrasses de pierres mortes où s'inscrivent en pâles hiéroglyphes les traces d'âges abolis, qui ne semblent pas appartenir à une même histoire, mais paraissent chacun toute une création et tout un univers. Vous verrez un pullulement aveugle de monstres, caricatures fantastiques aux formes incroyables, un grouillement de vie extravagant, tentaculaire, frénétique, de tout ce qui déchire, gratte et tranche, où cornes, crêtes, becs et dards s'entremêlent dans une confusion inextricable. Mais vous ne trouverez nulle part un doigt qui ait dessiné une ligne intelligible sur le sable, une griffe qui ait griffonné une esquisse de forme. Selon toute apparence, il est fort peu plausible que cela se soit produit au cours des gigantesques bouleversements des premiers âges. Il ne l'est pas davantage que des animaux contemporains nous offrent ce spectacle. Le plus évolutionniste des enfants ne s'attend pas à trouver un jour Minet dessinant une caricature vengeresse de Médor, car le bon sens de l'enfance le protège. C'est cela, cependant, qu'il devrait voir quand il regarde les fresques de ses ancêtres mal dégrossis. Comment ne serait-il pas étonné de se sentir tellement proche d'hommes si lointains et si loin des animaux qui l'entourent ? Enfant naïf, comment ne s'interrogeait-il pas sur l'absence du moindre vestige d'art animal ? La plus simple leçon de la caverne aux fresques, si simple qu'elle risque d'échapper, c'est qu'il y a entre l'homme et la bête une différence de nature et non de degré. La preuve ? Si je vous dis qu'un primitif des plus reculés a dessiné un singe, vous me croirez. Si je vous dis ensuite qu'un singe, très intelligent, a dessiné un homme, vous penserez que je blague. Une variation brusque, sans équivalent, quelque chose comme un seuil, apparaît là. L'art est la signature de l'homme.